Bonjour, c'est Eric Serra et vous êtes sur Rive 54. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, bonjour, c'est Gérard Gignot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Vue sur Rive 54 en 2015 à l'occasion du Festival des Notes et d'Étoiles à Pont-à-Mousson. Eric Serra était l'invité d'honneur, l'occasion pour nous d'aller à sa rencontre. Voilà Eric, moi juste la première réaction quand vous avez appris qu'il y avait un festival de musique qui allait se faire, de musique de film, je pense que ça vous intéresse parce que j'ai vu que vous faites beaucoup de représentations. La musique de film c'est toujours cantonné malheureusement on va dire le temps du film, mais c'est important après pour l'artiste de s'exprimer on va dire. Oui, enfin pour moi particulièrement parce que j'ai toujours fait beaucoup de concerts, je viens de ça d'ailleurs au départ, avant de faire de la musique de film je faisais des concerts et puis je trouve que oui bien sûr c'est super d'avoir un festival qui est dédié à ça puisqu'il n'y en avait qu'un il y a quelques années qui était le festival d'Auxerre mais qui a disparu donc oui, l'initiative d'Anthony d'en créer un ici, c'est génial. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas un compositeur de musique de film qui ne va pas saluer cette initiative. Comment vous êtes tombé dans le chaudron de la musique de film? Parce que je pense au départ c'était plus rock qui vous attirait, enfin un groupe. Et puis voilà, Luc Besson En fait oui, moi j'avais commencé une carrière d'instrumentiste, quoi. J'étais guitariste au départ, ensuite bassiste de studio et de scène. J'accompagnais différentes personnes, je jouais dans des disques, enfin je faisais le métier de musicien, quoi. Notamment j'ai joué pendant 7 ans avec Jacques Higelin dans les années 80. Et c'est en fait parallèlement à ça, moi j'avais jamais pensé faire de la musique de film, je n'avais pas spécialement ni l'idée ni l'envie de faire ça. J'étais parfaitement heureux dans mon métier de musicien. Mais j'ai croisé Luc Besson quand on avait 18 ans, puisqu'on a à peu près le même âge. Et à l'époque, il n'avait encore rien fait. Il avait été assistant sur un film ou deux. Et le jour où il a fait son premier court-métrage, il m'a demandé d'écrire la musique. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Je lui ai d'ailleurs au départ répondu que j'étais pas compositeur, mais il a insisté et puis voilà, il a eu raison d'insister. Je le remercie beaucoup aujourd'hui. Et donc son premier court-métrage, c'était ma première musique. Et ensuite, son premier long-métrage qui s'appelait Le Dernier Combat, c'était ma première longue musique, c'était mon premier album en fait. Et le deuxième, c'était Subway. Et le deuxième déjà donc avait eu beaucoup de succès, le film avait eu énormément de succès et la musique aussi puisque j'avais eu pour Subway la première victoire de la musique, c'était la première édition de Victoire de la musique et puis le troisième c'était le Grand Bleu. Moi je pense c'est John Williams avec Steven Spielberg, James Horner avec James Cameron, Luc Besson, Eric Serra. C'est quoi qui explique une osmose comme ça entre un compositeur et un réalisateur? Je pense que il y a effectivement quelques cas comme ça, il y en a pas mal en fait. Hein. Il y a ceux que vous citez, il y a aussi Morricone, Sergio Leone, Hitchcock avec Bernard Herrmann, il y en a pas mal. Hein. Tim Burton avec Danny Elfman. Absolument, c'est vrai qu'il y a une liste immense. Il y en a pas mal et en fait c'est assez compréhensible parce que quand on a la chance de se rencontrer comme ça, un réalisateur et un compositeur, c'est vraiment deux aliens de planètes totalement différentes. C'est-à-dire il y en a un qui s'exprime en images, l'autre en musique. Comme Luc dit souvent, c'est les yeux et les oreilles, quoi. Et quand on discute ensemble d'un projet, quand on parle de ce qu'on va faire, c'est extrêmement abstrait, hein, parce qu'on parle qu'en termes d'émotions, de sentiments, de choses très abstraites. Donc très difficile, c'est pas gagné d'avance de se comprendre. Et quand on a la chance de se rendre compte que si, on s'est bien compris, on a une sensibilité commune qui fait qu'on se comprend bien et ça fonctionne, on n'a aucune raison d'arrêter, quoi. On a toutes les raisons au contraire de continuer. Et en plus, plus on travaille ensemble, plus on perfectionne cette communication entre nous. Et plus ça devient intéressant pour nous, déjà individuellement, puis pour le résultat de ce qu'on fait. Donc
c'est pour ça que je pense que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de couples comme ça de réalisateurs musiciens, parce que quand on a la chance de s'être retrouvé, ce serait un peu idiot de se perdre, quoi. Et c'est pas une question piège, mais est-ce qu'on a peur de la routine du coup, quand on se dit tiens Luc m'appelle et je vais faire la composition, il faut que je trouve une nouvelle, je sais pas, un nouveau thème, des choses comme ça? Bah oui, il y a ce danger effectivement, un petit peu, mais en même temps on fait attention, justement, on essaie de se renouveler. On essaie de se renouveler, de pas tomber dans le panneau de faire à chaque fois la même chose. Alors, moi j'ai la chance qu'avec Luc, déjà il fait rarement 2 fois le même film, quoi. Les films sont très différents. Donc à partir du moment où les films sont très différents, forcément moi ça m'inspire des choses différentes. Et puis je fais l'effort aussi de pas retomber dans mes habitudes et dans mes trucs, parce qu'effectivement, au fil des années, avec l'expérience, ouais, si je veux, j'ai des trucs maintenant, c'est-à-dire que j'ai des recettes. Mais comme tous les compositeurs, hein, John Williams ou que ce soit ça, on retrouve toujours un petit peu. Disons que j'essaie quand même de ne pas trop les utiliser pour... par exemple, là, quand j'ai fait Lucie, je me suis forcé vraiment à ne pas utiliser mes sons habituels, même ne pas utiliser ma méthode habituelle. C'est-à-dire je me suis fait violence pour me déranger, me mettre en danger, me déstabiliser, pour essayer de faire quelque chose de différent, quoi. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? We've merely slipped a little package into your lower tummy. And you're going to transport something very special to us. English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Hospital? Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Est-ce que ça a été la même chose avec GoldenEye? Parce que je trouve que c'était une approche intéressante, ce que vous avez fait sortir un peu du créneau. James Bond, on est quand même habitué aux grands orchestres, des choses comme ça. GoldenEye, c'était différent, mais c'était différent parce que j'ai pas cherché à être différent de moi-même. Non, voilà, c'est ça qui était intéressant. Donc c'était plus facile quelque part parce que notamment quand j'ai fait GoldenEye, c'était suite à Léon. En fait, c'était la production de GoldenEye de James Bond qui était fan de ce que j'avais fait pour Léon. Et donc, il voulait le même genre, quoi. Et ils m'ont dit, j'avais quasi aucune instruction. Et ils m'ont dit, écoute, on veut ta musique, tu fais ta carte blanche, tu fais ce que tu veux.
on adore ce que tu fais, donc tu fais ce que tu veux. Du coup, j'avais pas besoin justement de me poser la question d'essayer d'être différent. J'avais juste besoin d'être différent de John Barry ou des gens comme ça, mais je l'étais de toute façon puisque je faisais pas le même style de musique. Donc c'était pas le même problème en fait. Ouais. Mais je devais juste me différencier de John Barry, ce qui n'était pas très compliqué puisque j'étais déjà différent. J'ai vu que vous aviez travaillé sur peut-être une composition orchestrale du Grand Bleu avant de revenir à de la musique plus synthétique, non? C'est ça ou... À l'origine? Oui. Oui, à l'origine il était question que la musique du Grand Bleu soit symphonique. Ouais. Parce qu'à l'époque, nos références cinématographiques, c'était Spielberg, Lucas, les gens comme ça, où à chaque fois c'était de la grosse musique symphonique, John Williams en général. Et du coup, il en a été question pendant un moment, parce que Luc voulait faire un grand film, entre guillemets à l'américaine. Enfin, et donc pendant pas mal de temps, il a été question de ça. Moi, je me suis plongé dans la musique symphonique du coup à cette époque-là. Parce qu'à cette époque-là, j'étais pas spécialiste du tout de ça. Mais là, je me suis vraiment imprégné de ça pendant 2 ou 3 ans, dans l'optique de faire ça. Et puis finalement, à la dernière minute, un jour, Luc est venu me voir et il me dit écoute, j'ai réfléchi, en fait, c'est un peu idiot parce que c'est pas notre culture. Moi, ça l'était de tout ça entre temps. Non, mais en même temps, c'était génial parce que je pense que j'aurais jamais écrit la musique du Grand Bleu, même telle qu'elle est là, si j'avais pas eu cette expérience-là. Parce que le fait de me plonger dans le symphonique pendant 2-3 ans, mais je m'étais vraiment plongé, je faisais que ça, j'écoutais que ça à longueur de journée, au casque, vraiment les yeux fermés. Enfin, j'étais vraiment. J'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait, comment c'était fait. Et du coup, moi qui venais du rock, ça m'a complètement changé ma façon d'envisager la musique. Et du coup, même si j'ai écrit de la musique synthétique ou acoustique avec des guitares, des choses comme ça, la méthode d'écriture a été énormément influencée par le classique. Et du coup, ça a été une expérience formidable. Et puis après, ça m'a permis d'écrire de la musique symphonique quelques années plus tard. Mais je pense que la musique du Grand Bleu, elle contient ça. Notamment, pour prendre un exemple simple, pour tout ce qui est percussion ou batterie, jusqu'à avant le Grand Bleu, quand j'écrivais une partie de batterie, en fait, dans ma tête, je voyais un batteur en train de jouer et j'écrivais une partie de batterie, puisque c'était ce que je connaissais de la percussion en règle générale. Ça me paraissait logique, quoi. Alors qu'après m'être intéressé au classique, où justement les parties de batterie, entre guillemets, elles peuvent être jouées par 3 ou 4 ou 5 percussionnistes. Il y en a un qui va jouer la caisse claire, l'autre qui va jouer la grosse caisse, l'autre le machin. Du coup, on se pose plus la question de est-ce que c'est jouable par un batteur. Et du coup, ça ouvre totalement d'autres portes. Et dans le Grand Bleu, j'ai conçu tout ce qui est percussion sans me poser de question de est-ce que c'est jouable ou pas. Et ça, vraiment, ça venait du classique, en fait. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, bonjour, c'est Gérard Gignot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.